Alors, Hello My Bot, c'est une société que j'ai cofondée avec mon frère. C'est une entreprise familiale. Donc, mon frère est ingénieur et moi, je suis plus dans la partie marketing, business développement. On a monté le projet en 2017 ensemble, mais vraiment, la marque Hello My Bot est née en septembre 2018. C'est là où on a vraiment travaillé sur cette partie-là. Et au départ, pour la petite histoire, on a monté un premier chatbot ensemble de voyance. Et moi, j'avais écrit les textes, mon frère avait programmé, et ça a eu beaucoup de succès sur Facebook. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est vraiment penché sur la partie des assistants virtuels. Et on a commencé à travailler avec des entreprises de tout type, et notamment une des entreprises, enfin, notamment avec Accor sur leur premier assistant virtuel qui était Feel Welcome euh, sur une enceinte connectée. Donc ça a été très très vite. On est passé du chatbot plutôt à la voix. Il y avait très peu d'entreprises qui s'étaient dédiées sur ce sujet-là, qui avaient abordé ce sujet-là. Et on a commandé des enceintes connectées aux États-Unis pour pouvoir travailler sur les API et faire ça. Voilà un petit peu l'histoire d'Hello My Bot. Et moi, mon parcours, il est classique, hein, j'ai travaillé beaucoup dans la partie marketing et commercial, au début dans le monde des laboratoires pharmaceutiques. Et puis ensuite, j'ai monté la filiale d'une entreprise de retail, hein, et du retail offline. Je suis passé sur la partie retail online, particulièrement avec une parapharmacie en ligne, avec tout l'apprentissage du marketing digital. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis parti sur le monde du digital et que l'on a créé Hello My Bot. Ce qui nous intéresse dans cette branche de l'intelligence artificielle, c'est plus la partie compréhension naturelle du langage. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment beaucoup et ce sur quoi on a travaillé depuis le départ avec notre plateforme. Et notre objectif est vraiment d'arriver à écouter, comprendre et répondre à des personnes qui peuvent parler avec une machine et notamment avec un bot. Et ça, c'est vraiment cette partie-là qui nous passionne. Les assistants virtuels et la documentation, et surtout dans notre cas, ou dans les cas d'usage que l'on a avec nos clients, c'est vraiment très important, notamment parce que l'information doit être très structurée et une documentation bien structurée va nous permettre d'aller chercher des informations et de pouvoir les transmettre aux clients. Donc, on a tendance à travailler vraiment avec des entreprises qui sont expertes en la matière afin de pouvoir donner les meilleures réponses à des questions précises. Et ça, ça peut se faire qu'avec une documentation bien faite, bien catégorisée, bien, entre guillemets, taguée aussi, sur laquelle on va pouvoir aller chercher toutes les informations les plus pertinentes et les plus adéquates à une question donnée. Il y a vraiment une grosse corrélation entre la documentation et les assistants virtuels. Et les assistants virtuels permettent, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on ne fait plus trop des recherches, mais plutôt des demandes, eh bien, en faisant seulement une demande, on peut donner la réponse documentée, entre guillemets, assez facilement. Assistant virtuel, en fait, donc nous, c'est un système algorithmique, hein, entre guillemets. Ça reste quand même une machine. Mais les nôtres, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on crée et on gère des conversations, donc entre un humain et une entreprise. Et le but du jeu, c'est que cet assistant puisse répondre, enfin écouter, comprendre et répondre à des questions que peut émettre un client, un prospect. Euh, Même de temps en temps, si on le fait dans le sens inverse, on provoque ces questions, on peut faire des assistants virtuels qui passent des appels, par exemple. Donc, ces assistants virtuels sont sur plusieurs supports. Ils peuvent être soit par téléphone, soit sur enceinte connectée, soit par tout type de messagerie, web chat, WhatsApp Messenger, Facebook Messenger, SMS, etc. Et la grande particularité de notre offre,
et d'être totalement omnicanal. Donc, on peut commencer la conversation par téléphone ou sur une enceinte connectée et puis la continuer par SMS et du SMS recevoir un lien profond qui nous emmènera directement sur une landing page conversationnelle et de continuer cette conversation tout en ayant la même conversation depuis le départ avec la même personne. Donc ça, c'est un des points. Évidemment, on peut le faire en différentes langues. Et là, l'objectif de ces assistants virtuels est surtout de pouvoir éviter les frictions entre, ou surtout les parcours trop scriptés où on t'oblige à taper un, taper deux, fais ceci, fais cela. Et là, on peut être un petit peu plus ouvert et essayer d'élargir le scope des questions-réponses auxquelles peut répondre un assistant virtuel. Donc ça, c'est vraiment notre métier principal. D'où l'importance justement de ce que l'on disait dans le point antérieur, du rédactionnel et d'une documentation bien faite. Parce qu'il va falloir aller intégrer tous les systèmes d'information, toutes les réponses à ces différentes questions. Sur ce point-là, les problématiques, c'est ce que nous, on a tendance à parler plus de cas d'usage que de problématiques, mais dans le sens où on essaye d'étudier quel va être l'intérêt de parler à un assistant virtuel. Peu importe le contexte au départ, mais il faut quand même trouver un contexte. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est très très variable puisque ça dépend. On ne va jamais avoir la même chose à faire si on s'adresse, si un de nos clients est un hôtel ou si c'est une boîte d'assurance. Donc c'est hyper variable, ou si c'est une université, ou si on veut faire un assistant virtuel pour un programme de formation. Et c'est un bot qui va accompagner pour la formation. Et on peut aussi faire un assistant virtuel qui va passer des entretiens de préqualification, donc des bots de ressources humaines, ou alors même on va arriver à créer des assistants virtuels ou des agents conversationnels au sein même des entreprises pour pouvoir répondre à des questions qui n'ont pas euh, de valeur ajoutée en fait et qui prennent beaucoup de temps pour certains services. Donc ce qui est vraiment, vraiment chouette, c'est de se dire, voilà, quel va être le parcours conversationnel entre la personne qui s'adresse à l'assistant virtuel et l'assistant virtuel. Donc, ça, c'est ce qu'on nous on appelle le parcours client de sa conversation, et de trouver les touch points où on va pouvoir lui répondre quelque chose, être présent ou pas. Et ça, c'est toute la partie design qui est très intéressante, qui n'est pas technique, hein, et qui est plus d'appréhension du cas d'usage et, et de la solution à apporter. Et après, il y a d'autres choses qui, pour nous, sont fondamentales. C'est notamment l'usage de la voix de plus en plus. Et donc, le fait de pouvoir s'adresser à un assistant virtuel par la voix, aujourd'hui, c'est encore plus fort parce que il y a toute cette partie de contactless, hein, sans contact, de pas, de pas toucher les surfaces et de pouvoir passer des ordres, des commandes, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Des fois, ça peut être un cas d'usage extrêmement petit, mais par la voix, on va réussir à résoudre un problème. C'est aussi pour ça qu'on a commencé au début, on voulait vraiment gérer des conversations avec les assistants, notamment avec les enceintes connectées plutôt. Donc, l'enceinte connectée nous paraît être un outil vraiment extraordinaire sur lequel on peut avoir une conversation assez poussée, tant bien si elle est bien rédigée, bien faite et bien pensée dès le départ. Mais là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Notamment, il y a un impact un peu social, c'est de laisser les gens un petit peu moins seuls, notamment les personnes âgées. Je vois l'application qu'on a faite, l'action qu'on a faite sur Google et la skill là, sur Alexa pour le journal indépendant au départ. C'était vraiment pour pouvoir mettre ces enceintes connectées chez les particuliers, même perdus dans un petit village, et avoir l'accès à l'information locale, notamment en le demandant, est-ce qu'il y a un match de foot ce soir, voilà, c'est des choses qui sont parfois basiques, mais qui permettent d'avoir un contact au moins avec quelqu'un, ou entre guillemets avec quelque chose.
Oui, je pense, oui. Il y a des gens qui parlent plus à personne, il y a des gens qui ne rencontrent personne, notamment sur des personnes âgées. Il y a aussi, on travaille là avec une association de malvoyants. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de très important euh, avec cet outil, notamment avec les enceintes connectées. Mais ça peut être en une enceinte connectée, mais ça peut être très bien par téléphone aussi. Et le fait d'avoir des réponses sur des problèmes précis, faut quand même savoir qu'un assistant virtuel, il peut vous répondre tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Ça, c'est un avantage qui n'a pas de prix. Donc oui, c'est un élément, je dirais peut-être pas d'inclusion sociale, mais en tous les cas, qui peut avoir son rôle. C'est une, c'est une très bonne question. Je pense que bah, le développement des assistants virtuels dans les 10-15 prochaines années, il est très clair. Il est en croissance, il va continuer à être en croissance pour de nombreuses raisons. Une des raisons principales, c'est ce que je disais, c'est la disponibilité totale en tout lieu, à tout moment, dans beaucoup de langues, voire dans toutes les langues, et, euh, et le fait de pouvoir répondre à des questions qui parfois n'ont pas vraiment une grande valeur ajoutée, prennent beaucoup de temps et empêchent justement, nous, l'objectif la plupart du temps de nos assistants virtuels, c'est de repasser la parole à l'humain, c'est de retransférer, de donner la main à quelqu'un. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de demandes qu'on ne peut pas répondre à tout et on ne peut pas répondre à tout le monde. Or, bah, si ce temps-là de répondre au premier niveau de demande de certains clients, bah, ça permet d'avoir des bonnes réponses sur des sujets. Euh, si je veux savoir l'horaire d'ouverture de tel endroit, que je le demande et que le robot me le donne, franchement, ça ne sert pas à grand-chose que quelqu'un le dise si c'est possible à faire de manière facile et que je puisse le demander à 3 heures du matin. Ça j'aime personne en fait. Donc, je crois que le développement des assistants virtuels va être à chaque fois plus important. Le vocal, obligatoirement aussi, la commande vocale, elle est dans la voiture, elle est dans les micro-ondes, elle est dans les frigidaires. C'est quelque chose qui va progresser complètement. Et ensuite, l'autre point, on voit bien aussi que maintenant, ben, on va pouvoir payer par la voix, on va pouvoir faire de nombreuses choses de ce type-là. C'est vraiment de dégager du temps et d'éliminer en fait, les conversations qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Et ça permet de replacer l'humain vraiment au centre. On a plusieurs types de cas clients. On travaille pour des sites, notamment, bah, par exemple, de commerce, où on peut bah, appeler le service client, demander à faire telle ou telle chose. Et même sur des systèmes anciens qu'on appelle des SVI, des serveurs vocaux interactifs, on peut qui sont du type taper 1, taper 2, taper 3. Bah, quand on a tapé 2, au lieu que ce soit tout de suite un humain qui réponde, ça peut être un bot qui peut déjà poser quelques questions pour pouvoir répondre parce que c'est très facile de donner ces réponses et dès qu'il y a friction ou dès que le bot ne comprend plus, hop, il passe la main à un humain. Mais la plupart du temps, donc 70-80% du temps, il va donner la bonne réponse. Et l'avantage, bah, c'est que la personne aura eu sa réponse, elle n'aura pas eu besoin d'attendre longtemps et elle sera satisfaite. Ça, c'est un typique exemple. Mais un autre exemple que j'aime beaucoup, alors là, c'est encore sur de la téléphonie, mais dans un hôtel, le fait de pouvoir avoir une réception entre guillemets virtuelle et qui permet bah, déjà de reconnaître si tu parles en français, en anglais, en espagnol, par exemple, et en fonction de la langue à laquelle tu vas t'adresser au bot, bah, il va changer de registre et va te répondre dans ta langue. Donc ça, c'est déjà la détection de la langue, c'est vraiment c'est assez passionnant. Et dans ces questions, bah, il va pouvoir transférer l'appel, par exemple, à la femme de ménage ou à la personne de la maintenance parce que tu as un problème. Il va pouvoir lui expliquer ce qui se passe. Il va même pouvoir dire, ben voilà, telle chambre appelle parce qu'elle n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi. Euh, ok, ben je passe directement. Enfin, bon, c'est souvent des choses, entre guillemets,
des petites actions basiques, hein, mais qui sont très intéressantes parce que on donne une solution immédiatement et on arrive à mettre en contact voilà, des humains avec d'autres, mais de leur donner une réponse sur le champ. Il y a ça, il y a aussi des appels, comme je disais, de préqualification pour un entretien d'emploi. Et puis après, tous les bots aussi. Nous, la plupart du temps, on les fait par la voix, mais ensuite, on les met aussi sur les pages web, donc au niveau support. Après, voilà, d'aller chercher, il y a souvent des FAQ, mais même des notices d'utilisation ou des choses comme ça. On est capable d'aller fouiller dans les documents et ramener ça pour pouvoir les envoyer en fonction des demandes qui sont faites. Enfin, vraiment, les cas d'usage, on les découvre avec nos clients. Il y a des clients qui sont très créatifs et qui ont de très bonnes idées. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou pas encore, et puis d'autres, voilà, on les fait en les écoutant. C'est un exemple, c'est vraiment un projet très sympa sur lequel on a travaillé sur quelles étaient les principales demandes qui étaient réalisées auprès du consulat. Perte de papier, refaire des papiers. Puis je crois qu'il y a une vingtaine de demandes fréquentes et sur lequel on a formé le bot à y répondre, à les comprendre et à donner les réponses adéquates. Et ça, on le fait par téléphone et on le fait aussi via un chat web. Et ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est la capacité à bien mettre en place les systèmes qui vont permettre de comprendre les intentions des interlocuteurs, de donner les bonnes réponses, l'entraînement qu'il faut donner. Hein, il y a encore beaucoup d'erreurs, hein, c'est normal, mais c'est un travail de tous les jours. Mais c'est surtout ce qui nous plaît beaucoup dans des exemples comme celui-ci, c'est que le bot tout de suite dit en quoi puis-je vous aider, mais il ne guide pas. Il ne dit pas si vous me dites papier, je vais vous faire ça. Si vous me dites renouvellement, ça va être ça. C'est ça qui est chouette, c'est d'essayer d'être le plus ouvert possible afin d'éviter les scripts trop simplistes. Oui, et on pourra en revenir sur la gestion de la documentation, et c'est notamment la démarche de Captain Doc sur ce travail. Là, je trouve ça assez exceptionnel de penser tout de suite à aller vraiment plus loin. C'est plutôt un travail rédactionnel vraiment très écrit, de classification, d'ordre, et d'arriver à utiliser toute la partie techno des assistants virtuels et notamment de communication. C'est quelque chose qui des fois fait un peu entre guillemets ancien, la gestion de la documentation, et dans le sens où il va falloir le faire et comment on le fait bien, et là de le faire avec des outils qui vont permettre à l'utilisateur d'y avoir accès d'une manière totalement différente. Je trouve ça assez novateur. Et je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses pour rendre, entre guillemets, un peu plus sexy cette partie-là. Parce que l'accès à ces infos n'est pas toujours très amusante, hein. Et avec un assistant virtuel, je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin, sans perdre en qualité, bien au contraire. En fait, on s'appuie pour entraîner un bot au langage, on s'appuie sur des briques qui existent déjà, des solutions qui existent déjà, qu'on a agrégées avec notre solution, Omnicanal. On s'appuie sur différents outils aussi. On peut passer de l'un à l'autre et même parfois les mettre en compétition pour la compréhension du langage. Mais surtout, ce qui est très très important, en fait, c'est la gestion de ce qu'on appelle les fallbacks, hein, donc des erreurs, quand le bot ne comprend plus, c'est d'arriver à déterminer, et c'est là le problème de l'entraînement, c'est d'arriver à déterminer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas compris. Et il n'y a pas beaucoup d'options en fait. C'est soit il n'a pas compris parce que l'intention existait bien, mais il n'a pas compris la phrase. Donc il faut lui montrer, oui, on avait la réponse et on connaissait cette intention. Sauf que quand tu as lu cette phrase, enfin, quand tu as déchiffré cette phrase, on va dire plutôt, eh bien, tu n'as pas comprise. Et donc là, lui indiquer, eh bien, écoute, cette intention correspond à celle-ci.
et voilà ce que tu dois répondre. Et sinon, il y a la deuxième option, c'est l'intention n'existait pas. Et à ce moment-là, le bot ne peut pas inventer une réponse puisque de toute façon, il n'a pas pu la catégoriser. Et à partir de ce moment-là, il s'ouvre la possibilité soit de créer une réponse pour des cas futurs, soit de dire bah non, je pense que ça n'arrivera jamais et, et je perds pas du temps à donner une réponse à tout. Donc, et c'est ça l'entraînement du bot, c'est d'arriver à voir comment les gens s'expriment, comment ils vont demander tous différemment la même chose et d'arriver à ce que le bot comprenne bien cette partie-là. Donc ça demande quand même un petit peu de temps et c'est tout le temps en évolution en fait. Donc il peut toujours y avoir des choses qui ne sont pas comprises par le bot parce qu'elles ont été, l'intention existait bien, mais la façon de le dire n'a pas été comprise ou n'a pas été claire pour la partie de déchiffrage du bot. Et ça, c'est le travail que doit faire toute entreprise avec ses assistants virtuels. Moi, j'y crois pas, mais ça, c'est vraiment pas un sujet sur lequel je pourrais te donner une réponse. Mais non, je crois qu'il y a, quand tu vois la complexité pour faire de très simples petites choses avec un bot, hein, donc dès que tu dépasses un cadre, dès que tu dépasses une fonction, il faut tout lui réapprendre, ou on lui a pas appris, il faut lui apprendre. Donc en fait, enfin, en gros, pour moi, c'est quasiment ça relève de la science-fiction encore. Quand on dit demain, je pense que demain, non, ça va pas c'est trop compliqué. Ça fait partie des mythes.